sais pas ce qu'on vous a raconté, mais moi j'avais envie de vous dire, ne le faites pas. On en reparlera après. Je m'appelle Tuyane. Ça veut dire douce paix, comme la paix douce. C'est joli. Sauf que mes frères s'appellent réussite et intelligence. Alors tout de suite, ça fait moins rêver. Voire, ça pue l'arnaque. Mais c'est comme dans ma famille. Les hommes sont ingénieurs ou médecins, et les femmes sont coiffeuses ou femmes au foyer. Quand j'étais petite, c'était pas facile de trouver ma place après réussite et intelligence. Et en plus, maman est tombée malade. C'est là que j'ai commencé à être un peu schizo. Tantôt obéissante, pour être gentille, tantôt chiante, pour mon besoin d'exister. Quand maman est tombée malade, ça s'est senti dans mes résultats scolaires. Je suis passée de première de la classe à première au fond de la classe. Et quand papa... Pardon, c'est le stress. Et quand papa m'a dit au collège qu'il était temps pour moi de faire mon CAP coiffure, alors là, non. J'ai dit non. Faut pas exagérer. Pour la première fois, je me suis opposée à l'autorité parentale. Oui, j'ai un trou. Putain, un grand trou. Alors j'ai dit non. J'ai essayé d'argumenter en disant que j'étais pas si nulle que ça. Et que je promettais de faire des efforts, que j'allais peut-être m'en sortir. Mais ça n'a pas suffi. Alors j'étais obligée de faire une fugue. Bah ouais. J'ai dû partir. Je suis partie me cacher derrière la voiture de papa pendant au moins 45 minutes. Ouais, il faisait froid et en plus, personne n'était venu me chercher. Mais j'ai eu gain de cause. Non pas parce que je les avais convaincus, mais je crois que maman était trop malade et papa avait d'autres chats à fouetter. Victoire! Je suis au lycée comme mes frères. Ok. C'était un peu laborieux. J'ai redoublé ma seconde. Maman l'a caché à toute la famille. À toutes les réunions, on me félicitait pour mon bac alors que je ne l'avais pas encore eu. J'ai dû mentir. Surtout, je me disais, l'année prochaine, j'ai pas intérêt à le rater. Mais j'ai quand même poussé jusqu'à une école de commerce. Pour 12 paix, c'était déjà pas mal. Ok. C'était pas médecine comme mon frère réussite, ni ingénieur, comme mon frère intelligence. Mais pour moi, ça voulait dire beaucoup. Ensuite, j'ai commencé à travailler. Et j'ai rejoint la Croix-Rouge française. Après quelques années, je suis devenue déléguée nationale au développement des ressources. Ouais. Ça claque, hein. Et là, normalement, ceux qui ont suivi, du moins les plus vifs, mais j'ai l'impression qu'il n'y en a pas beaucoup, doivent se dire, non mais attends, la Croix-Rouge, 12 paix, la bataille de Solferino, allô? Non mais, c'était sa destinée. Moi aussi j'y ai cru. Sauf qu'à force d'obéir à ma dernière patronne, qui était méchante et très violente, j'ai fait un burn-out. Je me suis retrouvée du jour au lendemain avec 6 mois pour me soigner. Sauf que je me sentais pas malade. Et du coup, a commencé ma quête pour savoir de quoi je devais me guérir. Je me suis mise en mode yes woman. Je dis oui à ce que m'amène la vie. Avec curiosité et audace. Tout a commencé quand une copine me parle de sa séance d'hypnose. Ça faisait des années qu'elle voulait être enceinte, et après sa séance, elle est tombée enceinte le mois d'après. Je suis obligée d'y aller. Je me retrouve face à monsieur Hypnose. Il me demande quel est mon problème. Ah merde, c'est quoi mon problème déjà? Je crois que j'en ai trouvé un. On va dire que mon père me trouve bête. Ni une ni deux, il fait aller son stylo, de droite à gauche. Oui, bon, je m'attendais à un matériel un peu plus perfectionné, mais
Soit, un vieux stylo. Il me demande de répéter après lui. Je suis bête. Je suis bête. Je suis conne. Oh, ok. Je suis conne. Je suis une grosse conne. Oh là là. Là, j'ai envie de partir, mais bon. Je m'exécute. Je suis conne. Je suis une grosse conne. Très fier de lui, il me dit en sortant, c'est super, il faut vous faire du bien. Si vous aimez la musique, faites de la musique. Autant vous dire, je suis pas du tout convaincue de ce bordel. Mais quand même, en sortant de là, je me trouve 2 nouvelles activités musicales. Tambour et chorale. Je vous passe les détails des kermesses où j'ai dû jouer du tambour. Puisque j'avais du temps, je me suis plongée dans mes racines et j'ai commencé à regarder une série documentaire sur le Vietnam. Et c'est là que j'ai découvert l'EMDR. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est magique. À ce qui paraît, les vétérans du Vietnam, en 3 à 5 séances, ont été guéris alors que 15 années de thérapie avaient échoué. Obligée. Je suis obligée d'aller voir. Je me retrouve face à la thérapeute. Elle fait aller sa main sur mes genoux, gauche, droite. Je ferme les yeux. Et instantanément, je me retrouve projetée dans ma chambre d'enfant. Le papier peint rose, la moquette rose, toutes ces fleurs au mur que j'essaye de compter chaque nuit. Fleurs que j'essaye de compter en me disant que si je tombe sur le réveil à 22h22, avec un peu de chance, maman ne mourra pas ce soir. Et quand je ratais le 22h22, je me préparais à l'annonce de sa mort, en me demandant, est-ce que je serais triste ? Je suis seule. J'ai peur. Je tremble. J'ai faim. La thérapeute me dit alors d'aller consoler cette petite fille, ce que je fais. Je vais la voir et je lui dis, t'inquiète pas, je suis adulte, maman ne mourra pas cette nuit, elle est encore vivante. Et tu verras, tu rencontreras l'amour et tu auras un magnifique enfant. Je sors de là, je me dis, waouh, séquence émotion quand même, hein. Mais bon, de là à remplacer 15 ans de thérapie, faut pas exagérer. Du coup, quand une copine me dit qu'elle est allée voir une chamane, yes woman, et qu'elle me dit qu'elle a découvert pendant une séance qu'elle avait été séquestrée quand elle était petite, et que depuis, elle commençait à vivre, et que même son corps se développait pour prendre la place. Waouh! Alors là, faut que j'y aille. Je me retrouve face à la chamane, sceptique. Je lui donne pas d'indice, je lui dis juste « Bonjour, apparemment, je vais pas bien. Est-ce que vous pouvez m'aider ?» On s'installe, elle sort les cartes. Bon, médium, chaman, faudrait savoir. Et elle me dit je vois une femme. Elle est très en colère. Elle se gratte de partout. Elle crie et elle tape du poing sur la table. Oh, incroyable. Elle est en train de mimer ma boss. Celle qui m'a envoyée en burn-out. Je vous jure. Je me dis intérieurement, c'est pas possible. Par quel miracle statistique elle tombe pile poil dessus? Incroyable. Elle continue et elle me dit on me dit que cette femme vous maltraite comme votre père et vous torture affectivement comme votre mère. Oh, alors là, je me lève, je regarde partout autour de moi et je m'effondre en sanglots. Mais elle reprend. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous mettre en contact avec l'incarnation de votre part d'ombre. J'ai rien compris. Mais je m'exécute. Je ferme les yeux, je me retrouve dans une prairie. Et là, face à moi, se trouve un guerrier samouraï. Il est magnifique. Oui, bon, moi aussi j'ai des biais racistes. Hein. C'est le droit. Il est magnifique, majestueux. Mais il tremble, il a peur. C'est un déserteur. Il regarde tout autour de lui,
Et quand il se sent en sécurité, il pose les armes. Il me supplie de l'aider. Il ne veut plus se battre. Il veut que je l'aide à franchir la porte de la paix. Épuisé, il s'effondre à mes pieds. En sanglots, je demande de l'aide à la chamane. Et elle me dit « Ok, je vais vous faire un soin. Je vais couper les liens avec vos parents et vous arrêterez d'essayer de rendre fier votre père et d'être aimé par votre mère. » Ouais, mollo quand même. Mais... C'est pas grave, j'ai trop envie de savoir. Je m'exécute. On se lève. Elle prend un gong. Oh non, pas un gong. Pitié. Gong. J'ai envie de me marrer, mais c'est pas grave. Et là, elle commence à parler un langage étranger. Agolum, shabalabaloum, agalum ploum ploum. J'ai envie de me barrer, mais c'est pas grave. Et là, elle met sa main devant mon ventre. Et quand elle remonte, sort de mon corps un espèce de hurlement d'animal féroce. Ouah! Et encore, là, je vous ai fait le bébé. Elle s'arrête pas là. Elle aspire mon cri. Je vous jure. Et elle me le rentre à la gueule. Une dizaine de fois. Je m'explose de rire. Mais bon, ça n'a pas l'air de la gêner. Elle me dit « C'est bien, je crois qu'on n'a plus besoin de se voir. » Je suis à votre dispo si vous avez besoin. Autant vous dire qu'intérieurement, je lui ai fait mes adieux depuis longtemps. Mais en partant, je lui dis « Merci, madame. À bientôt. » Je continue mes pérégrinations thérapeutiques et je me retrouve dans une séance, une retraite de réconciliation avec soi-même. Alors le principe, on se met en transe par une respiration holotropique. Toujours le même principe. Je suis sceptique, j'ai envie de me marrer, j'ai envie de partir, mais je m'exécute. La seconde d'après, je me retrouve en train de me rouler par terre, en train de crier « Je veux ma maman !» Et la seconde d'après, je crie contre mon père de colère. « Mais ta gueule !» Le pauvre, il a rien fait. Il a aidé maman toute sa vie pendant sa maladie. Bon. Quelques mois plus tard, maman tombe malade. Elle est de nouveau à l'hôpital. Je vais la voir avec mon frère. Et en repartant, elle nous dit « Les enfants, je voulais vous dire quelque chose avant de partir, avant que vous me laissiez encore toute seule. » Roy a toujours été mon préféré. Elle parle de mon frère, réussite. Mais tu sais, Trang, tu as toujours été le préféré de ton père. Réussite, enfin, intelligence, celui qui était venu avec moi. Je voulais que vous le sachiez au cas où je meurs cette nuit. En sortant, mon frère pose sa main sur mon épaule. Traduction pour les Français, c'est l'équivalent d'un énorme câlin. Et il me dit « Je sais pas comment tu fais pour supporter la torture affective de maman depuis toutes ces années. » Et en rentrant, quand je retrouve mon chéri, je sais pas pourquoi, au lieu de m'effondrer comme n'importe quelle personne l'aurait fait, je me sens soulagée. Et ça me fait même marrer. Je me dis « Tu vois, finalement, je suis pas complètement parano. C'était bien de la torture affective. » Quelques mois plus tard, c'est mon père qui tombe malade. Je vais le voir à l'hôpital. C'est pas une blague. Ils sont âgés. On est tous les deux. Ça n'arrive jamais. Et comme dans la famille, on parle toujours de la bouffe ou des derniers exploits de réussite, bon, on regarde la télé. Et aux infos, ils parlent d'une étude qui a démontré que les enfants encouragés s'en sortaient mieux
que les enfants non encouragés. Bah, je sais, c'est un scoop pour personne. Mais bon, c'est pas de ma faute si c'est tout ce qu'on nous sert à la télé. Et là, je sais pas pourquoi. Je me tourne vers mon père. Peut-être parce que je pensais qu'il était sur son lit de mort et que c'était ma dernière chance. Et je lui demande, « Mais dis-moi, papa, pourquoi tu m'as toujours fait croire que j'étais bête ?» Là, je me dis, bon, il va enfin me rassurer, je vais pouvoir tourner la page, passer à autre chose, enfin. Et il me répond, bon, parce que tu étais bête, tu étais nulle à l'école. Tu n'étais pas bonne à rien, tu étais mauvaise en tout. Wow. Je me démonte pas. Je mise tout sur les faits vus à la télé. Je lui dis, mais tu sais, papa, peut-être que si tu m'avais encouragée, ma vie aurait été plus simple. Et là, il me rit au nez. C'est bien la preuve que tu es bête. Si tu as réussi ta vie, c'est parce que je t'ai bien préparé. Waouh. Là encore, je rentre chez moi. Je vais voir mon chéri. Et je me marre et je lui dis, mais tu sais quoi ? Je crois que depuis le début, mon père avait tout faux. J'avais 6 mois pour me soigner, alors que je me sentais pas malade. Je me suis guérie de mes parents. Je n'ai plus besoin de me battre pour prouver que je ne suis pas bête, ni pour être aimée. J'ai libéré le guerrier samouraï et je peux enfin savourer la douce paix avec curiosité et audace. Merci.